Marathon, mais vous le savez vu, ce ne sont que des sujets intéressants. Avec une table ronde. Une table ronde où nous allons nous pencher sur les nouvelles dynamiques pour massifier la rénovation. Cela a été évoqué justement tout à l'heure. L'urgence est là, on ne cesse de le répéter. Et donc, quelles sont les dynamiques actuelles et les leviers actionnés pour parvenir à accélérer la rénovation énergétique dans cette optique de neutralité carbone en 2050 ? Pour en parler, merci d'accueillir sur scène donc Monsieur Pascal Chazal. Vous êtes CEO du groupe Orsit. Je vous en prie, installez-vous. Sébastien Delpont, directeur énergie Sprung France. Édouard Robic, architecte chez Red 4 Architecture. Bienvenue. Et Bérénice Boucula, responsable logement social et réaménagement direction des frais chez la Banque des Territoires. Et enfin, Monsieur Müller, Thomas Müller, délégué technique à la direction du développement chez GRDF. Alors vous avez vu une table ronde, il y a beaucoup de monde, donc on a un temps compté, mais je sais qu'on va y arriver. En tout cas, vous allez voir, le sujet est très important. Non seulement, donc le disait, l'urgence est là, mais les derniers mois que nous avons traversés ont un peu enfoncé le clou, voilà, sur l'importance de massifier cette rénovation. C'est d'ailleurs l'un des principaux axes du plan de relance, comme on l'a vu tout à l'heure. Et on sait, la dynamique est lancée. De nombreuses pistes sont explorées, et parmi elles, notamment l'introduction de l'industrialisation. Le hors-site qui apporte en effet de nombreux avantages. Alors peut-être Pascal Chazal, pardon, Monsieur Chazal, je vous appelle Pascal, appelez-moi Pauline. Pouvez-vous nous donner justement les avantages de ce hors-site? Pourquoi est-ce que c'est important d'y mettre l'accent aujourd'hui? Bonjour, merci Pauline. Bonjour à tous. Donc effectivement, pourquoi est-ce qu'on commence à parler depuis quelques années de construction hors site? Quand on parle de construction hors site, on parle de quoi finalement? On parle de délocaliser une partie des tâches que l'on fait habituellement sur le chantier dans un lieu plus adapté, un atelier, une usine. Donc quelque part, on parle de préfabrication. Alors vous allez me dire, la préfabrication, c'est pas nouveau, et ça a été utilisé énormément après-guerre, pendant les 30 Glorieuses, où on a produit des quantités de logements, on les a vus sur les graphiques tout à l'heure, cette préfabrication l'a peut-être trop utilisée à cette époque, et en fait dans les années 80, il y a eu un mouvement contraire, et on s'est mis à finalement revenir en totalité en travail sur le chantier. Et on est devenu excellent dans ce domaine. Mais pourquoi est-ce qu'on revient aujourd'hui à la préfabrication? Pour tout plein de raisons. Vous avez vu, les besoins sont absolument gigantesques en termes de rénovation. On nous a dit qu'il faut doubler le rythme. On a aussi des besoins gigantesques sur la rénovation. Et on a un problème majeur aujourd'hui, c'est que 75% des entreprises du bâtiment peinent à recruter. Les jeunes ne sont pas attirés par les métiers du bâtiment parce que ce sont des métiers difficiles, parce que ce sont des métiers pénibles et quelque part ramener un certain nombre de tâches dans un atelier, dans une usine, ça va offrir des avantages considérables et notamment sur l'amélioration de la productivité, sur l'amélioration des conditions de travail pour les ouvriers et ça va nous amener à un attrait nouveau pour les métiers du bâtiment et nous permettre de recruter des gens qui viennent de tout autre domaine et qui vont pouvoir être de la main-d'œuvre disponible pour le monde du bâtiment. Les femmes, par exemple, qui sont aujourd'hui quasiment exclues du chantier. Elles commencent à être un peu plus présentes. Mais oui, donc on le comprend, une amélioration de la productivité, voilà, ce problème de main-d'œuvre. Alors forcément, en face, vous avez quand même un monde du bâtiment qui est quand même très cloisonné, très en silo. Donc c'est une nécessité de changer de mentalité aussi. C'est effectivement un changement tout à fait considérable, on s'en rend pas tout à fait compte. Quand on fait par exemple une façade sur une réhabilitation, voilà, on va fabriquer une façade dans un atelier. Le problème, c'est que cette façade, c'est un objet complexe. C'est un objet complexe qui va réunir un certain nombre de métiers. Or, dans le bâtiment, on est dans des organisations segmentées, en silos, et chacun dans son métier. Et si on veut que cette façade soit produite de manière efficace dans une usine, l'objet à optimiser intéresse tous les métiers. Et donc, il va falloir apprendre à travailler en mode collaboratif. Ce qui n'est pas le cas dans le monde du bâtiment aujourd'hui, ce mode collaboratif. D'ailleurs, le mode collaboratif existe aussi dans le BIM, mais c'est une des raisons du faible déploiement du BIM. Le BIM et le mode collaboratif. D'ailleurs, on l'oublie souvent, le BIM, c'est pas que la maquette numérique. C'est le fait de travailler ensemble. Et c'est parce qu'on n'est pas en mode collaboratif qu'on a du mal à le développer. Et c'est exactement la même chose pour la construction hors site. Donc ça bouscule les habitudes, ça change les processus d'achat. L'architecte a un rôle nouveau et
ça change le travail de tout le monde. Bon, ça a encore un coût. Hein. Oui, alors, effectivement, aujourd'hui, on est devenu excellent sur le chantier. On est devenu tout à fait excellent. C'est de plus en plus difficile parce que la main-d'œuvre manque et parce que les objets à construire sont de plus en plus complexes. Donc on pense à la préfabrication. Mais la préfabrication, c'est en train de redémarrer. Il faut tout réapprendre pour réussir à rentrer dans des objectifs budgétaires pertinents. Eh bien, il va falloir massifier. Donc c'est le travail de Sébastien, c'est de faire beaucoup plus de volume. Mais il ne faut pas oublier la courbe d'apprentissage. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Et c'est nécessaire d'apprendre pour progresser petit à petit. Mais on a des exemples tout à fait intéressants de préfabrication où on est arrivé à des niveaux de prix, on peut même dire au niveau de la construction traditionnelle, voire même plus bas que la construction traditionnelle. Mais alors justement, Monsieur Delpompe, donc vous dirigez Energy-Sprong France, une démarche spécifique qui prône le déploiement à grande échelle des rénovations énergétiques zéro énergie avec de la préfabrication. Où en êtes-vous aujourd'hui? Justement, j'imagine que vous allez aller dans le sens de ce qu'on vient d'entendre avec Monsieur Chazal. Bonjour à tous. Effectivement, on partage ce constat. Vous avez relu cet été le rapport du GIEC, on voit bien que c'est essentiel d'accélérer. C'était rappelé par Charles aussi précédemment. On voit bien qu'on rénove pas assez en qualité et en quantité. Il ne s'agit pas de nier la bonne volonté de tous les acteurs de la filière, mais comment leur donner des moyens pour démultiplier leurs efforts au service de la société. Et c'est ce qu'on essaye de faire à petite échelle. Il y a bien évidemment des bâtiments qu'il va falloir rénover de façon traditionnelle, du fait de leur typologie, et d'autres qu'on peut rénover de façon industrielle. Et tous ceux qu'on peut rénover de façon industrielle, il faut le faire. Avec cet enjeu, comment faire 2 fois plus de rénovation ou 2 fois mieux quand on a un tiers de l'artisanat français qui part à la retraite dans les 10 ans. Il va falloir rendre un peu bionique en tout cas nos professionnels de la construction pour qu'ils puissent gérer beaucoup plus de chantiers et à tout niveau, chez les architectes, chez les bureaux d'études, attirer des nouveaux talents, en tout cas dans cette filière, et innover pour ça. C'est quelque chose qui est absolument décisif. Donc nous, on a ce rôle de facilitateur d'intérêt général. On est payé par la puissance publique expliquez votre pour démarche. Jouer, et c'est des politiques publiques nouvelles, mais c'est jouer en tout cas ce lien entre l'offre et la demande. Il y a traditionnellement, pour développer des filières, des outils de soutien à la demande, parce qu'il faut qu'effectivement il y ait des maîtres d'ouvrage qui s'engagent. Les têtes de série sont un peu plus chères, donc effectivement il faut accompagner ces investissements. De la même façon, il y a des investissements qui vont être réalisés par les acteurs qui font, parce qu'effectivement c'est réinterroger la façon de concevoir les bâtiments chez les maîtrises d'œuvre, de préassembler chez beaucoup d'acteurs économiques de la filière, donc ça nécessite de repenser, d'investir. Et donc nous on est là pour faire ce lien entre l'offre et la demande pour que se développe ce marché. Et voilà, et donc à quelle étape on en est? Il y a 3-4 ans, et on avait témoigné des premières expérimentations, on était en dizaines de logements. Les gens disaient oui, mais vous comprenez, ça s'est fait aux Pays-Bas, dans une autre géographie, dans un autre contexte. Mais en fait, ça fonctionne très bien en France. C'est encore trop cher, mais on a pu passer doucement des dizaines aux centaines. Maintenant, on est aux milliers, avec beaucoup d'apprentissage des modes de faire, parce qu'effectivement, on se rend compte qu'il y a un gros travail de structuration à des échelles régionales. Là où c'est parti, les Pays-Bas, c'est un ensemble économique, un pays qui est grand comme une région française. Les Pays-Bas, c'est gros comme Pays de la Loire-Bretagne, c'est gros comme l'Île-de-France, c'est gros comme Auvergne-Rhône-Alpes. Donc il faut travailler cette dimension, accompagner la montée en puissance des acteurs, se poser la question, ce qu'on fait en ce moment au Pays de la Loire, sur quelle est la bonne façon de faire de l'agrégation intelligente d'ouvrages, et puis comment on accompagne des acteurs de différents ADN à être des acteurs de ces rénovations massifiées, parce qu'on voit bien que la rénovation massive est un sport profondément collectif. Donc voilà, et après, le capitaine, ça peut être l'arrière droit ou le milieu de terrain, ça en tout cas, c'est pas vraiment le sujet. Et on voit des groupements qui sont tirés par des entreprises générales, d'autres par des bureaux d'études, d'autres par des CMistes. On voit bien en tout cas que l'ADN de gens qui peuvent porter des démarches de rénovation globale est assez large, et c'est bien ce qu'on veut promouvoir en réfléchissant les coopérations intelligentes pour se dire effectivement à quel moment ça fonctionne pour un architecte, comment on travaille avec les financeurs des maîtres d'ouvrage, comment on va travailler avec les opérateurs de réseau, et c'est tout ça qui est réinventé. Donc on a en tout cas des frontières intéressantes qui évoluent. On est passé de 0,01% du marché, quand on est en dizaine, à 1% du marché. Aujourd'hui, sur les 30 milliards du marché de la rénovation, aujourd'hui, ces rénovations industrialisées, zéro énergie, c'est 300 millions. C'est un progrès puissant, et bravo et merci à tous les maîtres d'ouvrage, tous les professionnels qui se sont engagés dans cette première réussite. Maintenant, voilà, 1% du marché, c'est juste pas suffisant. Il va falloir qu'on change d'échelle, qu'on passe à 2 chiffres, et 2 chiffres qui commencent pas par un 1, pour atteindre en tout cas autant ces objectifs. Et il y a des nouvelles frontières, en tout cas, qu'il faut qu'on construise ensemble pour qu'on réaffirme collectivement, acteurs de toute profession, comment on réussit ce changement d'échelle. Alors justement, on en parlera aussi tout à l'heure sur
comment on peut réenclencher encore et aller plus vite. Monsieur Robic, vous-même en tant qu'architecte, vous avez fait partie d'un projet Energy Sprong. Vous êtes impliqué dans cette démarche. Alors qu'on le sait, c'est quand même une démarche de l'industrialisation, hein, pas Energy Sprong, qui inquiète quand même beaucoup les architectes, qui lui reprochent son côté standardisation, qui lui reprochent son côté, bah voilà, ça va être beaucoup plus vers l'industriel et l'entreprise. Où est ma place en tant qu'architecte là-dedans? Et puis en plus, on peut aussi se le dire, je pense que la rénovation, à la base, c'était pas vraiment un sujet, on en a discuté ensemble, c'était pas vraiment un sujet pour les architectes, il n'y a pas de corpus. Et du coup, je crois que vous êtes vous-même maintenant engagé pour enseigner la réhabilitation. Oui, bonjour, Edouard Robic, Redcat Architecture. Parlez bien devant le micro. Ah, voilà. C'est bon. Redcat Architecture, donc on est basé à Lille. C'est vrai qu'on on est une jeune agence, enfin qui a 10 ans. Il faut que j'arrête de dire qu'on est jeune. Voilà, mais, si, 10 ans, c'est jeune. Mais on a été impliqué, c'est vrai, depuis le début dans des projets de réhabilitation, alors historique, surélévation, transformation lourde, ou Energy Sprong, hein, puisqu'on a été parmi les premiers à être embarqués dans l'aventure avec les 10 logements prototypes de M, qui était le premier projet français, et qu'aujourd'hui on est en train de réaliser en deuxième phase un des plus gros européens, il me semble, à Waterloo. Alors c'est vrai que nous, c'est un sujet qui nous plaît beaucoup, mais peut-être qu'il est un petit peu pas forcément bien considéré par les architectes en général. C'est vrai qu'en termes de corpus, on a toujours depuis, sur l'histoire de l'architecture, en tout cas sur des projets neufs, depuis Vitruve, hein, donc ça fait quand même 22 siècles qu'on est capable de documenter avec différents traités, etc., la construction neuve, mais le corpus, quand il en vient à parler de réhabilitation, de changement de destination, etc., est encore un peu faible. Et donc en effet, j'ai un atelier à la Villette où j'aimerais développer un petit peu ces sujets, ou au moins laisser la possibilité sur les sites d'études. Et puis après, il y a différents sujets, mais sur des sujets Energy Sprong notamment, des fois c'est pas forcément les sujets les plus expressifs, je dirais, en termes d'architecture. Après, il faut aussi rappeler le rôle social de l'architecte peut-être, et simplement le fait à un moment d'effacer une facture énergétique et donc finalement de redonner du pouvoir d'achat à des gens qui n'ont pas forcément des moyens incroyables, c'est déjà faire sa part, je dirais, pour le métier. Et ensuite, je pense qu'il faut vraiment, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais envisager différemment l'architecture, c'est-à-dire que sur des sujets comme Energy Sprong, où on s'engage à une performance à énergie zéro sur 30 ans, il ne faut plus voir le bâtiment comme un objet, comme un bâtiment, mais vraiment le penser sur le cycle de vie. Il faut le penser comme un organe vivant. Finalement, on est aussi souvent sur du patrimoine qu'on ne pourrait plus construire aujourd'hui, qui sont hors PLU, etc. Donc on bénéficie quand même d'un droit à construire en réhabilitant ces bâtiments. Enfin, il y a plein. On parlait de l'avantage écologique évident tout à l'heure. Donc voilà, tout ça sont des sujets qui font que ça mérite de s'investir et notamment de dégager des fonds, puisqu'encore une fois, quand un bâtiment qui a une durée de vie de 30 ans, qui correspond en gros à son assurance trentenaire sur la structure, quand on double son rythme de vie, on peut imaginer aller un petit peu plus loin sur les ambitions et sur la qualité architecturale qu'on va proposer, sur la valeur d'usage qu'on va essayer d'ajouter à tout ça. Merci beaucoup, Edouard. Alors, Madame Boukouila, justement, accompagner l'innovation sous toutes ses formes, encourager les initiatives vers la massification, c'est une des missions que vous avez à la Banque des Territoires. Donc, cette dynamique de rénovation est aussi portée par une dynamique et des innovations financières. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, tout à fait. Donc, pour rappel, la mission principale, en tout cas le cœur historique de la mission de la Banque des Territoires dans son activité de prêt, c'est de transformer de l'épargne liquide, donc vos livrets A, vos livrets de développement durable, en prêts à très long terme pour des emplois d'intérêt général. Et donc, le cœur de métier, c'est de financer l'activité des organismes de logement social, donc à la fois la réhabilitation, qui nous intéresse aujourd'hui, et la production neuve. En termes de réhabilitation, les organismes de logement social ont été historiquement précurseurs sur les volets environnementaux et énergétiques. Et donc nous, on les accompagne depuis 2009 par un prêt qui s'appelle l'éco-prêt logement social, qui est notre prêt phare pour la réhabilitation des logements sociaux. Donc c'est un vieux prêt, il a plus de 10 ans, je ne sais pas si on peut dire qu'il est jeune. En tout cas, il a évolué. Et donc on doit constamment innover justement pour adapter les critères de ce prêt aux priorités de politique publique. Alors historiquement, je peux vous donner des évolutions récentes. C'était par exemple l'introduction d'un critère carbone. Et aujourd'hui, dans l'année qui vient de s'écouler, ce qui nous a occupé, c'est justement financer la massification et ces opérations de massification est très ambitieuse. Et en fait, on a été interpellé par des bailleurs, donc par des clients,
qui sont venus nous voir. Donc avec Sébastien Delpont, on a été en contact également, et qui sont venus nous voir nous disant que notre prêt ne suffisait pas pour financer ces opérations qui étaient très chères. Donc là, ça fait écho à votre courbe d'apprentissage. Et là, c'est vraiment notre rôle d'amorcer cette courbe d'apprentissage pour changer cette offre de financement qui n'était pas adaptée. Donc on a travaillé plan de financement par plan de financement avec les 14 organismes de logement social en Pays de la Loire et en Bretagne qui s'étaient regroupés en centrale d'achat. Et on a adapté finalement notre offre en augmentant le montant de l'éco-prêt, donc ce forfait par logement, puisque nous, en fait, nos prêts sont adaptés par projet. Donc on ne finance pas, contrairement aux financeurs classiques, un budget d'investissement. On finance vraiment projet par projet, ce qui nous permet d'adapter et de bonifier de manière supplémentaire des prêts quand ils sont là pour financer des objets d'intérêt général. Donc là, on a mis plus d'éco-prêts et on a allongé aussi les maturités à 30 ans pour être en cohérence avec la garantie énergie zéro sur 30 ans, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et donc ça, c'est une expérimentation, mais ensuite on l'a dupliqué. On a ouvert cette offre au printemps dernier à tous les organismes qui ont des opérations de ce type, donc que ça soit Énergie Sprong ou par une autre démarche, mais qui en tout cas arrivent à cette performance-là, et également aux lauréats de l'appel à projet de l'État Massy Rénov'. Voilà, parce que l'idée à chaque fois, vous le disiez, c'est de commencer, d'expérimenter et de voir qu'est-ce qui peut être étalé sur tout le territoire, dupliqué. Exactement, on a toujours ça en tête en fait quand on expérimente. Voilà, nous on ne discrimine pas par emprunteur ni par territoire. Comme je le disais, nos taux, ils ne sont pas en fonction du risque de l'emprunteur, c'est les mêmes sur tout le territoire, quelle que soit la qualité de risque de crédit de l'emprunteur. Ça c'est rendu possible par le fait que ce sont les collectivités locales qui garantissent nos prêts, donc ça permet de mutualiser le risque. En revanche, voilà, il faut que des projets plus ambitieux et qui coûtent plus cher puissent être accompagnés davantage. Bien sûr, donc on le voit, une dynamique financière, une dynamique des acteurs, on voit que c'est poussé aussi par le logement social. Côté fabricant et industriel, la dynamique elle est là aussi, donc opérateurs de réseau, et de nouveaux outils se mettent en place. L'innovation aussi était rendez-vous. Monsieur Müller, donc je crois que l'équipe de CJBAT, par exemple, avait développé une sorte de table mixage d'aide à la décision pour les maîtrises d'ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, nous montrer aussi cette dynamique côté industriel fabricant? Bien sûr. Alors en fait c'est très récent, c'est même encore en cours effectivement. En fait la démarche part du principe que, enfin on l'a vu, rénover c'est éminemment complexe et c'est surtout on est face à une diversité de situations initiales qui est énorme. Et au final, quand on regarde les maîtres d'ouvrage et certains autres acteurs de la filière, ils sont parfois démunis par rapport à finalement par quel bout prendre le problème, quel est le premier geste à effectuer, quel parcours de rénovation est finalement le meilleur par rapport à l'ensemble des contraintes financières, techniques, organisationnelles, financières, etc., auxquelles ils font face. Et donc, partant de ce constat, effectivement, l'équipe CJBAT de GRDF s'est dit, nous, ce qu'on voudrait, c'est finalement être capable d'accompagner les maîtres d'ouvrage dans leur réflexion. Et pour ça, ils ont mené, l'équipe a mené un certain nombre d'études dans toutes les régions de France, en fait, avec des bureaux d'études régionaux, qui visaient en fait à prendre des situations spécifiques à chaque région, des bâtiments types finalement, et de regarder quels sont les différents parcours de rénovation possibles, en tenant compte justement du type d'habitat, de la zone géographique et de l'ensemble des contraintes qui se posent en fonction du type de maître d'ouvrage, etc. Et l'idée de ce travail, c'est finalement de capitaliser sur l'ensemble de ces données pour pouvoir apporter aux maîtres d'ouvrage l'information de comment atteindre le niveau de rénovation performante requis, mais en tenant compte justement du jeu de contraintes de chaque acteur. Et finalement comment un traitement de data intelligent, on va vers l'intelligence des données. Traitement de données qui part d'un grand nombre de données initiales, effectivement, et qui dit finalement si je joue sur tel poste, et puis ensuite je joue sur tel poste dans quelques années, etc., voilà quel est le niveau de rénovation que j'atteins. Finalement, ça permet, quand on va ensuite sur le terrain accompagner un maître d'ouvrage, de prendre sa situation initiale et de lui dire, voilà, sur un bâtiment type qui ressemble un petit peu à votre projet, voilà quelles sont les approches possibles. L'idée, c'est évidemment pas de se substituer au travail du bureau d'études, puisque chaque cas est spécifique et il faudra rentrer dans un niveau de détail bien plus important, mais c'est déjà de donner des premières orientations qui lui permettront ensuite d'établir justement un cahier des charges d'études beaucoup plus détaillé auprès de son bureau d'études. Donc ça, c'est une approche. Si je peux me permettre sur l'innovation, j'aimerais aussi souligner l'innovation qu'on trouve aussi chez justement les fabricants de matériel, sur les systèmes énergétiques. Et ça, c'est quelque chose qu'on stimule beaucoup côté GRDF. On a beaucoup progressé sur la performance des systèmes énergétiques, sur la performance nominale, mais aussi sur la performance saisonnière. Et ça, c'est très important quand on veut atteindre des performances réelles très élevées. Mais on a beaucoup progressé et il faut encore faire des efforts sur l'intégration.
Et c'est finalement en rénovation, c'est là où on a les contraintes d'intégration qui sont les plus fortes. Et on voit que les systèmes parfois très performants sont parfois difficiles à intégrer. Si je prends l'exemple par exemple des chaudières gaz, le flux des chaudières gaz vendues aujourd'hui est bien sûr à grande majorité des chaudières à condensation à très haute performance énergétique, mais on se rend compte qu'il est encore parfois difficile de les intégrer dans des bâtiments existants avec des conduits d'évacuation de produits de combustion qui ne sont pas toujours adaptés. Et l'innovation ces dernières années a consisté à justement être capable de travailler sur ces différentes configurations pour rénover également le conduit et permettre l'intégration de ce type de système. Mais ça serait vrai aussi pour tous les autres systèmes énergétiques. Dès qu'on veut intégrer une pompe à chaleur avec une unité extérieure, voilà, on a des contraintes d'intégration qu'il faut prendre en compte et je trouve qu'il y a une innovation vraiment très importante dans ce domaine. Et pour finir, il y a aussi de l'innovation sur l'énergie. Et c'est, je pense, assez important de le souligner. Pour citer le gaz, voilà, parce que c'est l'énergie dont on s'occupe, il y a clairement aujourd'hui une révolution qui est en train de s'opérer avec l'intégration des gaz verts. Et on voit la dynamique qu'il y a sur la filière de biométhanisation. On a aussi, bien sûr, d'autres types de gaz verts qui vont être intégrés au fil des années. L'idée, la perspective qu'on se donne, c'est finalement une 100% de décarbonation du réseau de gaz à l'horizon 2050. Donc c'est un vrai challenge. L'ensemble de la filière est mobilisée pour ça, mais les dynamiques sont vraiment présentes et on voit qu'on suit et qu'on dépasse même les courbes qu'on s'était initialement fixées. Alors, un bâtiment rénové au gaz aujourd'hui, finalement, c'est un bâtiment qui, demain, sera complètement décarboné puisqu'il consommera une énergie verte, donc il liera performance environnementale et énergétique. Merci, monsieur Müller. Alors c'est vrai, on parle industrialisation, on parle développement du numérique, les innovations numériques, voire l'intelligence artificielle. Donc on a des dynamiques, mais finalement la question c'est voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est passé de 100 logements, de 10 à 100 à 1000. Comment on fait x100? J'ai envie de vous poser cette question à vous tous. Elle est très difficile, je sais bien, mais comment arriver à réellement massifier? Alors, levez la main. Monsieur Chazal, je vous sens prêt. Je veux bien m'y coller. En fait, je pense qu'il faut comprendre ce que ça veut dire que l'industrialisation. On est tous consommateurs et on utilise tous des objets qui sont fabriqués par des industriels. Je cite souvent l'exemple de la télévision. On change de télé à peu près tous les 10 ans. Et la télé nouvelle, elle coûte 3 fois moins cher que la télé précédente et elle est 10 fois mieux. Et ça, c'est l'amélioration continue des process industriels, le lean manufacturing, etc. Alors vous allez me dire comment est-ce qu'on peut comparer une télévision à un bâtiment, parce que les bâtiments sont tous différents. Et en fait, ils sont différents parce que dans nos têtes, on a une approche qui n'est pas une approche industrielle, mais qui est une approche bâtiment qu'on va appeler une approche à l'affaire. Je dois rénover ce bâtiment et je vais constituer une équipe, je vais concevoir quelque chose et je vais même mettre en route toute une organisation pour ce bâtiment. Et le chef de chantier, son job, c'est de tirer le maximum de jus de cette affaire-là. La prochaine, il s'en fout. C'est celle-ci, il faut que je gagne de l'argent avec. Ça, c'est pas du tout industriel. Dans l'industrialisation, on va raisonner dans une démarche produit. On s'intéresse à la rénovation énergétique des bâtiments. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place comme processus qu'on va standardiser, qu'on va faire rentrer dans l'amélioration continue, peut-être pour faire les relevés de code, peut-être pour définir le bon système de gestion de l'énergie, peut-être de la production des éléments. Et ensuite, on va aussi définir des éléments, des composants qui peuvent être des composants standardisés, fabricables en usine, adaptables à différents types de bâtiments. C'est vraiment ce changement-là qui, pour moi, est important. Comprendre qu'on ne peut pas industrialiser si on a une logique à l'affaire. D'ailleurs, les pays où l'industrialisation se développe beaucoup, on peut citer l'Angleterre, se développe beaucoup parce que le gouvernement anglais a compris qu'on ne pouvait pas mettre en place des industries sans sécuriser les pipelines d'approvisionnement de commandes. Donc on a beaucoup développé des systèmes d'accords cadres sur des durées longues qui sécurisent les pipelines de commandes et qui permettent aux industriels d'investir, de se mettre en place, d'avoir leur courbe d'apprentissage. Et les résultats sont là aujourd'hui. Alors on parle sous, je tourne forcément vers vous, Madame Boucla, vous voulez peut-être réagir? Oui, tout à fait. Je vais tout à fait dans votre sens sur ce que nous on voit des retours de région. Déjà l'importance de l'écosystème local, que finalement ces opérations font tache d'huile, mais localement, puisque ce sont souvent des industriels locaux. Et puis il y a aussi l'accompagnement des collectivités locales. En tout cas chez nous, dans les projets qu'on finance, on voit bien que la collectivité locale impulse parfois ou accompagne, mais en tout cas est très importante
importante. Et nous, notre rôle, pour aller dans votre sens, c'est justement de donner cette visibilité en matière de financement, puisque en effet c'est ça qui est important pour que industriellement ça se développe. Il faut que les bailleurs sociaux, donc nos clients, les maîtres d'ouvrage, puissent assurer une vision à long terme aux entreprises locales d'un marché sur plusieurs années. Monsieur Delpont. Oui, absolument. Je pense que vous avez rappelé le bon ordre de grandeur, et Charles le parlait. Il va falloir qu'on fasse 700 000 rénovations par an. Il y a un potentiel technique, vu les typologies de bâtiments français, de faire plus de 50% des logements à rénover de façon industrielle. Donc en gros, 2 tiers à un niveau zéro énergie et 1 tiers à un niveau B. Donc il faut qu'on arrive déjà à faire ça de façon industrielle. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse 1000 logements par jour. Donc 1000 logements par jour, aujourd'hui on n'y est pas. Hein. Donc aujourd'hui le sujet, c'est que certes, et c'est précieux cette année, avec notamment l'appui de Massy-Rénan, on va être 3000 par an, donc effectivement peu ou prou à 10 par jour. Il faut qu'on passe de 10 par jour à 1000 par jour. Donc vraiment, je dis, mais elles sont où les usines? On peut les visiter? Bah non. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a une commande, quand même elle est importante de 500 logements, on ne bâtit pas une usine pour 500 logements. Par contre, une usine, quand on a fait x100, qui est plus de 500 mais de 50 000, là c'est plus la même histoire. Et chaque région, on va avoir ces usines de préfabrication qui vont permettre le développement de ces territoires, l'économie des territoires sur ces sujets. Et c'est là que ça demande cette montée en puissance douce. Et on voit que l'exemple de l'achat groupé en Pays de la Loire maintenant est suivi par les gens dans le Nord. On a Giréo qui se monte pour de l'achat groupé intermédiaire d'ouvrage, c'est très intéressant. La même chose se réfléchit en Pays de la Loire. D'autres nouvelles frontières, c'est aussi d'agréger des volumes de bâtiments éducatifs, chose qui se font aussi avec les collectivités. On voit aux Pays-Bas qu'il y a des entreprises qui commençaient à travailler 2 mois par an, juillet-août, à rénover des bâtiments éducatifs et 10 mois par an sur du logement social. Et demain, ils feront sur les copropriétés parce que ça va faire tache d'huile aussi, ce qui est un enjeu qui était soulevé avant, de travailler aussi l'habitat privé. Donc effectivement, il faut qu'on accompagne cette montée en puissance. Aujourd'hui, on a une industrie immature, elle grandit. Alors parfois, on la voit comme un peu impertinente et à claque comme une adolescente qu'elle est, mais effectivement, il faut accompagner en tout cas sa montée en puissance parce qu'on a besoin qu'elle devienne adulte et qu'elle change d'échelle. Donc effectivement, c'est les bons ordres de grandeur quand on dit qu'il faut faire x10, x100, puisque c'est là qu'on doit aller. Et avec des réflexions qui nous semblent lunaires aujourd'hui, parler de gigafactory, il y a un moment, pourquoi on mettrait plus de moyens sur les batteries que sur les bâtiments? Certains ont peut-être lu l'article du Monde ce week-end sur France 2030. L'État veut, et c'est très vertueux, mettre de l'argent sur la table pour préparer le pays à son futur, et notamment son futur industriel. Par contre, les 4 industries qu'on sert, et il faut absolument le faire, c'est l'hydrogène, c'est les batteries, c'est parler d'éolien offshore, de nucléaire. Donc en gros, les solutions qui vont décarboner la mobilité et l'industrie. Je veux dire, oublions pas qu'il y a 20% des gaz à effet de serre qui sont liés au bâtiment et que si on réfléchit la France de 2030, c'est une France qui a innové de façon industrielle pour faire 2 fois mieux, 2 fois moins cher. Et donc simplement, on a besoin que tous les gens dans la table leur soient donnés des moyens par l'État parce que c'est donner des moyens aux bureaux d'études, aux industriels, aux maîtres d'ouvrage pour qu'effectivement cette filière monte en puissance. Et cette France de 2030, je pense qu'il va être important qu'on passe collectivement le message de oui, on a besoin d'aider à l'investissement, que les charpentiers puissent équiper de robots leur atelier, que effectivement les bureaux d'études puissent passer du temps à développer des produits et qu'avant d'inaugurer une usine, il faut développer des nouveaux produits, les tester à petite échelle sur des opérations de 10, 100 logements pour que ça puisse faire ce changement d'échelle parce qu'on a vraiment besoin de traiter ce problème de la précarité énergétique qui est industrielle par des outils aussi industriels, et ça ne se fera jamais contre, mais avec des approches artisanales sur les bâtis où c'est adapté. Alors, Monsieur Muller, justement, quand on a préparé cet entretien, vous disiez c'est aussi le bon parcours de rénovation qui va faire que ça va accélérer. Oui, enfin, déjà, juste un petit point, parce que ça m'y a fait penser. Je pense qu'une réflexion qu'il faudra aussi avoir, c'est finalement comment équilibrer entre jeu de contraintes et jeu d'incitation. Hein, c'est un peu toujours le dilemme entre la carotte et le bâton. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, on était beaucoup sur des incitations, plutôt des incitations sur la rénovation geste par geste. On voit que ça a ses limites, évidemment, on n'est pas du tout au rythme et ni non plus au niveau de rénovation performante qu'on souhaite. Il va falloir forcément accentuer un peu plus sur la contrainte. Dans la loi climat-résilience, il y a déjà des idées qui émergent, notamment sur comment sortir finalement les bâtiments qui sont des passoires énergétiques, notamment du parc locatif, mais il faudra aller plus loin. Sur l'incitation, on est aussi avec aujourd'hui des choses qui sont plutôt sur des choses geste par geste, qui ne sont pas toujours continues dans le temps, donc avec des effets de balancier qui sont parfois contre-productifs pour les dynamiques de la filière. Donc ça, je pense qu'il faut sortir de ces choses-là, et plutôt évidemment flécher aussi une partie des incitations et des financements sur la rénovation, enfin l'atteinte d'une performance de rénovation globale. Mais cette rénovation performante, elle n'est pas forcément
elle peut, et quand elle peut, tant mieux, être en une étape. Hein, c'est effectivement les démarches Energy Sprong et d'autres. Mais quand c'est pas possible, et il y aura des cas où c'est pas possible, il faut aussi permettre, finalement, de donner de la flexibilité pour des rénovations qui se font en plusieurs étapes. Et par contre, ça veut dire qu'il y a certains garde-fous associés à ça, c'est qu'on ait conçu finalement le parcours de rénovation de manière globale pour pas se retrouver avec, au final, une performance énergétique qui n'est pas au rendez-vous, une performance environnementale qui n'est pas au rendez-vous. Et ça veut dire aussi que c'est des démarches qu'il faut accompagner dans la durée. Et donc il y a des idées autour de ça, notamment aussi dans la loi climat résilience autour de l'accompagnateur rénov'. Voilà. Donc je pense qu'on peut tout à fait aussi faciliter et inciter la rénovation performance par étape, mais à condition effectivement de concevoir des projets de rénovation globaux à l'amont, et bien accompagnés. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Verbeek, vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Et forcément, j'ai envie de vous demander votre avis. D'autant plus qu'on l'entend, c'est un vrai changement de culture pour l'ensemble des professionnels du bâtiment. Avant, on parlait chantier, un architecte, il se concentrait sur la qualité du logement également, enfin voilà, sur les espaces et surtout sur l'histoire, enfin au moins pour ce qui est de la réhabilitation, sur l'historique du bâtiment. Et souvent, on a aussi cette peur de voir disparaître un peu l'histoire, un peu le patrimoine d'une rue, si on voit arriver des choses trop industrialisées. Et puis finalement, est-ce qu'on va vraiment y arriver? Est-ce que vous, les architectes, vous êtes prêts à y aller? En effet, il y a un vrai sujet, c'est-à-dire qu'on ne conçoit pas... Alors d'abord, c'est pas toute l'architecture, c'est vraiment des interventions bien spécifiques. Là, on parle d'énergie Sprong, etc. Donc, je ne vais pas développer d'autres sujets, mais c'est vrai que c'est une manière différente de travailler. Après, c'est passionnant. Hein. Du coup, on vraiment doit un peu tout réinventer. C'est vrai qu'en plus, on a une culture en France très chantier, tu le disais Pascal, on le fait très bien, mais il y a quand même un petit peu de bricolage, d'improvisation, etc. Un projet qui est conçu pour être construit hors site, pour la massification, etc. C'est un sujet où le chantier va être beaucoup plus rapide, c'est l'intérêt. Par contre, il faut aussi quand même se laisser un peu de temps en études. C'est des choses où il faut tout dessiner. On ne va pas faire des trous de cycloche et mettre du silicone sur un chantier hors site, comme on aime bien faire un peu partout sur les chantiers dits classiques. Et donc, il faut tout dessiner. Chaque prise est dessinée, chaque plainte est dessinée. Voilà. Et donc, il y a un soin à apporter vraiment aux phases d'études. Et en fait, il y a un rééquilibrage entre études, enfin, entre conception et réalisation. Et finalement, la collaboration, le numérique, la collaboration entre les professionnels, ça peut aider encore plus? Alors c'est ça, vous parliez de BIM, et pareil, je ne vais pas parler de logiciel, c'est pas le sujet, mais c'est vrai qu'aussi dans une approche classique de l'architecture, on va dans notre agence dessiner un projet, puis consulter une ou plusieurs entreprises qui elles-mêmes va consulter des sous-traitants. Là, c'est pas l'idée, il faut vraiment que ce soit collaboratif, et quand on dessine la fameuse prise, quand on est encore sur des phases de conception, il faut qu'on puisse travailler avec tous les acteurs, y compris les industriels, y compris les... Voilà, donc c'est un fonctionnement différent en rééquilibrage entre la conception pure et le chantier, et c'est aussi une conception différente dans l'interface entre les différents acteurs. Il faut vraiment plus d'échanges. Mais merci beaucoup, merci à tous. Alors, je vais prendre quand même quelques minutes pour me tourner vers la salle. Peut-être avez-vous des questions pour nos intervenants? Oui, madame? Alors, je crois qu'il y a un micro qui va vous être apporté. Bien sûr, chaque micro est désinfecté systématiquement entre chaque intervenant. Bonjour, vous m'entendez? Ouais, collez-le bien sur votre masque, finalement, de toute façon, il sera désinfecté. Ok, moi je suis intéressée par la démarche Energy Sprong. Je suis maître d'ouvrage tertiaire, bâtiments semi-publics. C'est les bâtiments de la sécurité sociale, c'est un grand patrimoine. Notre problème avec Energy Sprong, avec la préfabrication, c'est l'impossibilité plutôt de conclure des marchés publics parce que cette conception est inadaptée à des marchés par lot par lot, qui est le fondement, on va dire, de la réglementation des marchés publics. Est-ce que ça va évoluer? Comment? Il y a déjà des démarches de cette nature ou pas? Monsieur Delpont. Oui, bonjour. Aujourd'hui, en tout cas, toutes les opérations Energy Sprong ont été réalisées par des maîtres d'ouvrage soumis au Code des marchés publics dans le cadre de marchés globaux de performance, donc les anciens CREM, de conception, réalisation, exploitation, maintenance. Et certes, effectivement, s'il y a une pratique de faire des marchés en lots séparés pour arriver à cette garantie de performance, parce que l'idée, c'est aussi de se dire, là où des maîtres d'ouvrage faisaient des marchés travaux à 30 000 € sans garantie de performance, l'idée, c'est que pour que le banquier aussi lui dise, comme il y a bien une économique garantie de 1 000 € par an sur
30 ans, bah, effectivement, je vois bien un modèle économique où je peux vous prêter 2 fois plus parce qu'effectivement, il y a bien une économie dégagée. Et donc, simplement pour éviter le « c'est pas moi, c'est l'autre, c'est pas moi, c'est l'autre, moi j'ai fait la bonne conception, ça a mal été posé, c'est le bureau d'études ». Il y a un moment, il y en a besoin d'un capitaine. Et il y a un seul capitaine qui n'est pas l'arbitre, c'est le seul qui peut lui parler. Et en tout cas, c'est vraiment cet esprit. Et encore une fois, on peut différer capitaine, hein, mais l'idée, c'est que nous, ce qu'on promeut en tout cas, et on est intéressé et on expérimente parfois des passations de marché différentes, mais ce qui semble fonctionner le mieux en tout cas sur le marché, c'est ces marchés globaux de performance où on s'engage sur le temps long avec cette conception intégrée, cette coopération qui se fait dès le premier coup de crayon entre l'architecte, le bureau d'études, celui qui va structurer les murs, le fournisseur du bardage. Et donc on voit qu'en tout cas c'est un modèle qui est pas autant usité que ça dans la commande publique, mais pourtant un cadre existant bien réel et robuste, qui existe depuis des années en tout cas, qui est tout à fait permis par le code de la construction. Et je serais ravi de vous mettre en contact, en tout cas avec les maîtres d'ouvrage du logement social qui ont pratiqué ça. Il y en a d'autres dans la salle, mais en tout cas clairement, en tout cas, c'est certes une façon nouvelle de pratiquer en tout cas le métier de maîtrise d'ouvrage, mais qui peut être effectivement très pertinent sur certains types d'ouvrages. Hein. Et un des challenges qu'on a pour le coup maintenant, et ça qui est intéressant, c'est comment on agrège de façon plus intelligente des quantités de bâtis significatives à l'échelle d'un territoire. Et en regardant d'ailleurs, on a commencé par agréger du logement de maîtres d'ouvrage bailleurs sociaux. On a des discussions maintenant avec le ministère des Armées sur certains sujets. Et pourquoi pas agréger des volumes qui donneront cette visibilité aux filières sur des bâtiments éducatifs et des bâtiments de la sécurité sociale. Donc avec grand plaisir pour en discuter et le partager avec d'autres maîtres d'ouvrage. Monsieur Robic, vous vouliez ajouter ? Oui, simplement en complément, c'est vrai que les supports évoluent. Hein. Nous, on est en train de rendre un concours sur Université Paris 8, donc on a des supports, des bâtiments supports maintenant universitaires dans le code des marchés publics, enfin dans le cadre de cette approche. Il y a également, étant basé à Lille, la ville de Lille qui lance des rénovations Energy Sprong sur des écoles. Donc c'est des choses qui se font. Et pour aller plus loin, alors c'est un peu détourné l'approche conception, réalisation et grosse entreprise d'Energy Sprong, mais on a notamment en cours un projet à Aluin sur un bâtiment collectif où on a tenté une consultation un peu plus classique, c'est-à-dire qu'on répond pas en conception-réalisation, c'est bien l'architecte qui fait le projet avec son bureau d'études, etc. Et ensuite, il y a un vrai dialogue compétitif qui se met en place avec des groupements d'entreprises. Donc c'est également possible de fonctionner en corps d'état séparé. Ça se fait. Merci beaucoup. Alors, peut-être une autre question, parce qu'après, on n'a plus beaucoup de temps. C'est juste pour réagir. Sur les marchés publics, il se trouve que le logement social bénéficie de dispositions qui ne sont pas aussi sévères que les marchés publics, on va dire, à 100%. Et qu'il me semble que peut-être vous n'avez pas bien compris notre problématique. En tout cas, on sera ravis de l'explorer avec vous plus en détail, mais en tout cas, ravis de parler avec vous. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ils vont l'explorer. Et en plus, il y a une vraie... Annelise de Laurent Rocard en parlait aussi ce matin sur la volonté de faire avancer sur les marchés publics aussi. Et la problématique aussi du côté de la maîtrise d'œuvre, hein, c'est-à-dire des maîtres d'œuvre qui sont capables de se proposer dans des marchés globaux de performance, il n'y en a pas beaucoup. Oui, voilà. C'est vrai. Donc ça rejoint aussi ce qu'on se disait aussi ce matin, je ne sais pas si vous étiez là, mais cette nécessité justement de formation et d'amener ces professionnels qui n'étaient pas sur ces terrains-là de plus en plus. Alors je vais prendre une autre question, je vais me faire engueuler parce que j'ai déjà 10 minutes de retard, donc, mais vous êtes nombreux à vouloir parler. Monsieur. On vous entend. Ça marche, ça y est. Voilà. Mettez-vous bien contre le masque comme ça. Très bien. Bonjour, je suis copropriétaire à Lyon et puis je trouve ça très intéressant parce que j'étais chef de projet dans l'industrie automobile, de faire les choses vite et puis efficacement avec peu de coûts. Par contre, en copropriété, les délais de décision sont compliqués. Arriver avec des grands panneaux isolés de façade, avec une solution innovante, peu usitée encore, c'est très anxiogène, notamment pour les personnes âgées qui habitent dans les résidences. Quand j'avais une question pour Monsieur Delpont, comment vous faites pour accompagner le changement chez ces personnes qui ont besoin de temps, de discuter en atelier participatif? Qu'est-ce que vous prévoyez pour accompagner ça? Merci de cette question. Un des enjeux majeurs aussi de l'industrialisation qu'on n'a pas appuyé, c'est un temps de chantier plus court. Et en tout cas, ce qui a suscité une grande adhésion des occupants des logements sociaux qui ont été rénovés en site occupé, qui sont aussi parfois des personnes âgées préoccupées de ces sujets, c'est un temps de travaux qui diminue drastiquement. Et ça, c'est aussi quelque chose de très rassurant, plutôt d'avoir 3 ans de perturbation. Alors, on a le cas, par exemple, à Lyon, un maître d'ouvrage s'est lancé dans la rénovation de 1000 logements.
Ma approche classique, ils ont mis 36 mois, là ça va être fait en 11 mois. Et donc l'idée c'est comment le travailler de façon beaucoup plus rapide. Après, comme dans tout chantier, il faut effectivement comprendre les appréhensions des gens. Des travaux qui traitent bien évidemment de la performance énergétique, mais de l'amélioration qualitative. Aujourd'hui, les gens, ce qui les gêne, c'est voilà, la qualité des pièces d'eau. Est-ce qu'effectivement c'est le bruit? Donc clairement, en tout cas, l'accompagnement est tout à fait adapté et associé à ces sujets, avec comme bénéfice majeur, c'est la réduction du temps de perturbation des ménages dus au chantier, qui est extrêmement apprécié par les ménages sur ce type d'opération. Oui, puis on le sait, ce côté copropriété, ça va bouger également, mais on sait que les décisions sont longues. Allez, je suis sympa, une dernière. Si vraiment, parce que j'ai vu plusieurs mains tout à l'heure, mais peut-être que vous avez eu vos réponses. Madame, au fond? Alors, je vous entends pas du tout, il faut que vous colliez vraiment le micro contre votre masque comme ça. Vous inquiétez pas, ça a été désinfecté. Pas de souci. Bonjour, Cécile Guérin de l'ONES-OLIA. Donc, nous intervenons souvent dans des chantiers où il y a déjà une partie des travaux qui ont été faits. Est-ce que cet justement enjeu de massification, enfin, les outils que vous proposez peuvent être compatibles avec des travaux qui ont été déjà en partie réalisés ou des adaptations à faire selon les types de bâtis? J'imagine que ça dépend aussi des types de travaux qui ont été réalisés avant, non? Oui, l'esprit c'est quoi? C'est aussi la différence entre du neuf et de la rénovation, c'est que pour avoir cet effet d'échelle et baisser les coûts et démocratiser au plus grand nombre ces solutions, qui est bien l'idée, il y aura toujours une approche 80-20, c'est-à-dire qu'il y a 80% de choses où il faut que d'une opération A à une opération B on puisse le réutiliser, il y a toujours 20% d'adaptation locale, parce qu'on est dans un quartier différent, si on a plutôt des jeunes couples, des personnes âgées, et c'est aussi toute l'intelligence architecturale dans l'équipe d'adapter au contexte urbain particulier et aux adaptations, et en tout cas la spécificité c'est 20% à adapter, ça peut tout à fait être effectivement l'existence de travaux préalables réalisés. Donc l'esprit, c'est qu'on sorte du 80 dans le bon sens. Jusqu'à maintenant, d'un projet A à un projet B en rénovation, on est trop souvent 20% qu'on reproduit, 80% qu'on réinvente. Ça ne sera jamais du 100%. Et aussi, il y a une approche un peu trop naïve parfois de l'industrialisation qui fait peur. On peut passer de 0 à 100% d'industrialisation. Il y a des bâtis dans lesquels on va faire 20%, 40%, d'autres on peut aller à 80%. Et c'est bien par ces efforts sur différentes typologies d'ouvrages qu'avec le même budget, on va réussir à faire beaucoup mieux, beaucoup plus. Donc en tout cas, c'est des choses qui s'explorent tout à fait. Merci beaucoup. Alors merci à tous. Voilà, ainsi s'achève cette première partie. On va faire une petite pause quand même et je vais vous retrouver à 12h20. Vous pouvez bien sûr applaudir nos intervenants. Et je vous retrouve à 12h20 avec un retour d'expérience sur la rénovation de logements en BBC à Excellence et également une discussion avec Benoît Bazin qui est directeur général chez Saint-Gobain. Voilà la vision industrielle aujourd'hui et le plan de relance. Merci beaucoup, à tout à l'heure. 12h20.